Puis, un mardi ordinaire, le bruit s'est enfin estompé. Du couloir de l'aile ouest, une voix s'est élevée. Une voix brute, non polie et lourde d'un chagrin qui ne pouvait être ni acheté ni simulé. Et pour la première fois en 10 ans, le patron s'est arrêté de marcher. La glace dans le verre de Declan avait fondu depuis 20 minutes. Il ne l'a pas bu. Il tenait juste le verre à whisky, laissant la condensation engourdir ses doigts. Il fixait le sol de la salle de bal. C'était son 35e anniversaire. Le syndicat avait décidé que c'était une étape qui exigeait un spectacle. Ainsi, le domaine Knox, une monstruosité tentaculaire en calcaire, perchée sur une falaise, surplombait les eaux grises de l'Atlantique. Il était actuellement rempli de 500 personnes qui lui trancheraient volontiers la gorge si elle pensait ne pouvoir s'en sortir. Au lieu de ça, elle buvait son champagne et elle lui amenait des femmes. « C'est une Romanov par sa mère », dit Arthur, appuyé contre la rampe en acajou de la mezzanine. Arthur était le bras droit de Declan, un pragmatique qui traitait des êtres humains comme des pièces d'échecs. Éduquée en Suisse, elle parle 4 langues. Elle a 24 ans, Declan, et elle n'a pas quitté ce balcon des yeux depuis qu'elle est entrée. Declan baissa les yeux. La femme en question se tenait près de la sculpture de glace. Elle portait une robe cramoisie dos nu qui ne laissait rien à l'imagination. Sa posture était impeccable. Quand elle surprit le regard de Declan, elle offrit un sourire lent et délibéré. Elle inclina le menton pour le regarder à travers d'épais cils sombres. C'était une manœuvre calculée, une séduction répétée. Declan ne ressentit absolument rien. Dis-lui de rentrer chez elle, Arthur. Arthur soupira, se frottant l'arrêt du nez. « Tu es fou! C'est la 4e ce soir. D'abord la fille du magnat du transport maritime, puis le mannequin italien, et maintenant une véritable aristocrate. Que cherches-tu, exactement? Une sainte? Une martyre? Elles n'existent pas dans notre catégorie de revenus. Je cherche quelqu'un qui ne soit pas une transaction, dit Declan. Sa voix était basse, un baryton rocailleux qui lui avait valu l'obéissance absolue des hommes les plus violents de la côte Est. Il posa son whisky éventé sur le plateau d'un serveur qui passait. Je la regarde et je vois un livre de comptes. Elle veut la protection du nom Knox. Son père veut nos lignes d'approvisionnement. C'est du business. Si je voulais conclure un marché, je m'assiérais dans une salle de réunion. Je n'aurais pas à partager un lit avec le contrat. « Tu es un chef de la pègre, Declan », lui rappela sèchement Arthur. « Tout est une transaction. Tu crois que les gens normaux tombent amoureux? Ils échangent la sécurité contre la jeunesse. Ils échangent l'argent contre l'affection. Tu ne fais que supprimer l'intermédiaire. » Peut-être. Declan déboutonna sa veste de costume. La pièce était suffocante. L'air était épais, chargé d'odeurs de parfums floraux coûteux, de canards rôtis et de fumée de cigares. Ça sentait la cupidité. Il détestait ça. Il avait passé la dernière décennie à bâtir un empire de sang et de béton. Il avait pris l'organisation en ruine de son père et l'avait transformée en une forteresse intouchable. Il avait de l'argent. Il avait le pouvoir. Mais plus il grimpait, plus le monde s'aplatissait. Chaque conversation était une partie d'échec. Chaque sourire était un mensonge. Il était entouré des plus belles femmes que l'argent puisse acheter. Et elles lui paraissaient toutes exactement pareilles. Des mannequins dans des vêtements de marque. « Je vais à mon bureau », dit Declan en se détournant de la rampe. « La fête est pour toi », l'avertit Arthur. « Les 5 familles sont en bas. Si tu pars maintenant, c'est une insulte. Dis-leur que j'ai mal à la tête. » Declan. J'ai dit, dis-leur que j'ai mal à la tête. L'acier dans sa voix se fit sentir. Ce n'était pas une demande. Arthur leva les mains en signe de reddition. Très bien, mais ce n'est pas moi qui vais annoncer la nouvelle à la fille Romanov. Cette robe a l'air chère, et je ne veux pas qu'elle me jette un verre dessus. Declan ne sourit pas. Il s'éloigna simplement. Ses pas lourds étaient étouffés par les épais tapis persans qui bordaient le couloir de l'étage. Il voulait le silence. Il voulait la brûlure vive et sans prétention d'un whisky bon marché. Il voulait être n'importe où, sauf ici. 3 étages plus bas, dans les couloirs de service faiblement éclairés du domaine, Clary Davies était à 4 pattes. La musique de la salle de bal n'était qu'un bruit sourd et rythmé qui vibrait à travers le plancher. Clary se fichait de la fête. Elle ne se souciait que de la trace de frottement sur la plinthe près de la buanderie. Elle pulvérisa une autre giclée de nettoyante industrielle.
L'odeur chimique et piquante de l'eau de Javel et du citron synthétique lui brûlait les narines. Elle frotta jusqu'à ce que ses jointures lui fassent mal. Clary avait 26 ans, bien que les cernes sous ses yeux la fassent paraître plus âgée. Elle portait un polo gris trop grand avec le logo de l'entreprise de nettoyage du domaine cousu sur la poitrine. Elle avait un pantalon cargo noir délavé et des chaussures à semelles en caoutchouc qui crissaient sur le linoléum. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon désordonné, maintenu par une pince en plastique à laquelle il manquait 3 dents. Elle s'arrêta, s'asseyant sur ses talons pour essuyer la sueur de son front, avec le dos d'une main gantée. Elle jeta un coup d'œil à la montre numérique bon marché à son poignet. 11h45 du soir. Encore 15 minutes et elle pourrait pointer. Puis, un trajet en bus de 40 minutes jusqu'à son appartement exigu dans les Narrows. 4 heures de sommeil, puis son deuxième travail au restaurant commençait à 6 heures du matin. C'était une existence punitive. Elle la broyait jour après jour, lui raclant la moelle des os. Mais elle n'avait pas le choix. Son frère Tommy était un idiot. Un idiot doux et bien intentionné qui pensait pouvoir battre les tables de jeu clandestines du syndicat Knox. Il avait emprunté 20 000 $ à un usurier affilié à la famille. En 6 mois, les intérêts avaient fait grimper la dette à 50 000. Ils avaient cassé le bras de Tommy il y a 2 mois. La prochaine fois, avait-il promis, ils lui briseraient la colonne vertébrale. Alors, Clary était allée les voir. Elle n'avait pas supplié. Elle n'avait pas pleuré. Elle était entrée dans l'arrière-salle faiblement éclairée d'une boucherie de Little Italy. Elle avait claqué ses maigres économies sur la table et avait proposé de travailler pour rembourser le reste. Les hommes s'étaient moqués d'elle, mais l'argent, c'est l'argent. Ils lui ont trouvé un travail chez l'entrepreneur qui s'occupait des propriétés privées de Declan Knox. Chaque paie qu'elle gagnait retournait directement aux hommes qui la signaient. Elle gardait juste assez pour le loyer et les nouilles instantanées. « Hey, Clary! » Clary leva les yeux. Maria, une femme dans la cinquantaine qui travaillait en cuisine, était appuyée contre le cadre de la porte, tenant un sac poubelle. « Tu frottes encore? » demanda Maria en secouant la tête. « Laisse tomber, le patron ne descend jamais ici de toute façon. Cet homme vit dans les nuages. » « Si je laisse tomber, le superviseur réduit mes heures, » dit Clary, la voix rauque à force d'inhaler les vapeurs de nettoyage. Elle se pencha et attaqua une marque noire tenace avec sa brosse. « Je ne peux pas me permettre des heures en moins, Maria. Tu travailles trop dur pour des gens qui ne savent même pas que tu existes, » soupira Maria. « J'ai vu les femmes à l'étage ce soir couvertes de diamants. Tu crois que l'une d'elles sait ce que sent l'eau de Javel? » « Je me fiche de ce qu'elles savent, » marmonna Clary, enlevant enfin la marque. « Je veux juste rembourser ma dette. » Maria lui lança un regard compatissant. « Je t'ai apporté quelques petites pains du traiteur. Je les ai enveloppés dans une serviette. Ils sont sur ton chariot. » Clary arrêta de frotter. Le nœud de tension permanent dans sa poitrine se desserra un tout petit peu. « Merci, vraiment. Mange quelque chose, tu es en train de dépérir. » La gronda doucement Maria avant de se tourner pour traîner le sac poubelle vers l'ascenseur de service. Clary se leva lentement, ses genoux craquant. Elle retira les gants en caoutchouc jaune, grimaçant à la vue de ses mains rouges et gercées. Sa peau était perpétuellement sèche, les cuticules effilochées et saignantes. Elle n'était pas belle. Elle n'avait ni le temps ni l'argent pour être belle. La survie lui prenait toute son énergie. Elle se dirigea vers son chariot de nettoyage en plastique gris. À côté d'une bouteille de nettoyant pour vitres se trouvait une serviette en lin blanc. Elle la déplia pour révéler 2 petits pains beurrés et moelleux. Son estomac laissa échapper un grognement creux et douloureux. Elle n'avait pas mangé depuis midi. Clary s'appuya contre le mur froid en béton du couloir. La musique d'en haut passa à quelque chose de plus lent, une ligne de basse lourde qui faisait vibrer les tuyaux au-dessus de sa tête. Elle prit une bouchée du pain. Il était froid, mais il avait un goût de paradis. Elle ferma les yeux, laissant l'épuisement l'envahir. Elle était un fantôme dans cette maison. Elle nettoyait les dégâts laissés par des dieux, complètement invisibles pour eux. Elle préférait ça. L'invisibilité était une sécurité. Si Declan Knox ou ses hommes la regardaient vraiment, la voyaient vraiment, cela signifiait des ennuis. Elle finit de manger, noua son sac poubelle et attrapa la poignée de son chariot. La nuit était presque finie. Elle devait juste finir d'essuyer les miroirs des salles de bain des invités de l'aile Est,
une section de la maison actuellement fermée pour des rénovations mineures. Poussant le chariot par-dessus le seuil, elle laissa derrière elle le couloir de service bruyant et animé. L'aile est était d'un silence de mort. Les lourdes portes en chêne et les murs épais absorbaient entièrement les sons de la fête. Il n'y avait qu'elle, le crissement de ses chaussures et l'odeur de peinture fraîche. Declan n'arriva pas à son bureau. Il avait délibérément pris un mauvais tournant. Il voulait mettre le plus de distance possible entre lui et la basse assourdissante de la salle de bal. Il erra dans l'aile est. C'était calme ici. L'air était frais, sentant légèrement la chure et le plâtre des rénovations qu'Arthur avait commandées le mois dernier. Les sols étaient nus, les tapis anciens enroulés et poussés contre les murs. Il marchait lentement, les mains enfoncées dans ses poches. Il se sentait vieux, plus vieux que 35 ans. Il se sentait comme une machine qu'on avait laissée tourner trop longtemps sans huile. « Que cherches-tu » avait demandé Arthur. Declan ne savait pas. La paix, peut-être. Un seul moment d'authenticité dans une vie entièrement bâtie sur des mensonges. Il se souvenait d'être un enfant, assis sur l'escalier de secours de l'appartement exigu en briques de son père, écoutant la ville. Des gens qui se battaient, riaient, vivaient. C'était sale, mais c'était réel. Maintenant, il vivait dans un château et tout semblait en plastique. Il s'arrêta près d'une grande baie vitrée. Le clair de lune se déversait sur le plancher nu, projetant de longues ombres nettes. Il s'appuya contre la vitre, regardant l'océan noir. Puis, il l'entendit. Ce n'était pas un bruit fort. C'était faible, étouffé par une lourde porte en bois au bout du couloir. Une voix. Declan fronça les sourcils. L'aile était censée être vide. Sa main dériva instinctivement vers l'intérieur de sa veste, effleurant l'acier froid du Sig Sauer dans son étui. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il se détacha de la fenêtre et se déplaça silencieusement dans le couloir, ses chaussures en cuir ne faisant aucun bruit sur le bois nu. En se rapprochant, le son devint plus clair. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait, c'était quelqu'un qui chantait. Ce n'était pas de l'opéra. Ce n'était pas la perfection autotunée et polie qu'il entendait des artistes engagés en bas. La voix était basse, légèrement rauque, comme si elle avait été traînée sur des pierres brutes. Elle vacillait sur les notes hautes, fragiles et douloureuses. Declan s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la suite principale des invités. La chanson était une vieille chanson folklorique, une mélodie déprimante et mélancolique sur les mineurs dans la terre, sur l'enterrement des morts et l'attente d'un train qui ne viendrait jamais. C'était le genre de chanson qu'une mère fredonne à un enfant quand le chauffage est coupé, qu'il n'y a rien à manger et que le vent froid souffle dans le creux des eaux. La voix se brisa sur le mot « housse ». Ce n'était pas une envolée vocale. C'était une rupture physique, lourde d'une émotion si profonde qu'elle fit se hérisser les poils sur la nuque de Declan. Cela sonnait comme de l'épuisement. Cela sonnait comme un chagrin d'amour pur et sans fatu. Il poussa la porte un peu plus et regarda à l'intérieur. La grande salle de bain était vaste, tapissée de marbre blanc et de robinetteries dorées. Au fond, debout devant un immense miroir de coiffeuse, se trouvait une femme. Elle ne portait pas de poing. Elle ne portait pas de diman. Elle était engloutie dans un polo gris informe et un pantalon cargo. Ses cheveux étaient un nid en désordre, attachés n'importe comment à l'arrière de sa tête. Elle tenait un vaporisateur dans une main et un chiffon en microfibre bleue dans l'autre. Elle essuyait le miroir en cercle lent et rythmique. Pas d'argent dans la poche. Pas de viande sur la pierre. Elle continuait de chanter, complètement inconsciente de son public. Elle s'arrêta pour vaporiser à nouveau la vitre. Dans le reflet du miroir, Declan pouvait voir son visage. Elle était pâle, sans maquillage. Ses lèvres étaient légèrement gercées. Il y avait des ecchymoses sombres et lourdes de fatigue sous ses yeux. Elle n'était pas d'une beauté classique. Elle était trop anguleuse, trop usée. Mais alors qu'elle chantait la phrase suivante, elle ferma les yeux, laissant sa tête tomber d'1 centimètre. La tristesse dans sa voix remplit la pièce carrelée et caverneuse. Elle rebondit sur le marbre, s'enroulant autour de la poitrine de Declan et la serrant fort. C'était la chose la plus belle et la plus dévastatrice qu'il ait jamais entendue. Il ne pouvait pas détourner le regard. Pour un homme qui avait passé la soirée à rejeter la perfection impeccable et manucurée, cette fille fatiguée aux mains tachées d'eau de Javel était soudainement le centre de gravité. Il n'y avait aucune prétention ici.
Pas de sourire calculé. Elle était complètement sans défense, déversant une vie de lassitude dans une vieille chanson poussiéreuse, tout en nettoyant un miroir qui appartenait à un homme qu'elle méprisait probablement. Declan réalisa qu'il retenait son souffle. Il l'expira lentement, le tissu de son costume bruissant contre le cadre de la porte. Le son était microscopique, mais dans l'acoustique résonante de la salle de bain, c'était comme un coup de feu. Le chant s'arrêta instantanément. Les yeux de Clary s'ouvrirent brusquement. La vulnérabilité disparut, remplacée immédiatement par la panique endurcie et aux yeux écarquillés d'un animal acculé. Elle se retourna, serrant le vaporisateur contre sa poitrine comme un bouclier. Elle vit un homme debout dans l'embrasure de la porte, grand, aux larges épaules, portant un costume noir sur mesure qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en 3 ans. Son visage n'était que des angles vifs, une mâchoire forte couverte d'une barbe naissante, un nez droit, et des yeux si sombres qu'ils ressemblaient à de l'onyx poli. Il n'avait pas l'air d'un invité qui s'était égaré. Il avait l'air de l'homme qui possédait la maison. L'estomac de Clary tomba dans ses chaussures. Sa voix se brisa, sèche et petite. Je suis désolé. Je pensais que l'aile était vide. Declan ne dit rien. Il entra complètement dans la pièce. Sa simple présence physique semblait aspirer l'oxygène de l'air. Il regarda ses mains, remarquant les jointures rouges et à vif. Il regarda la chemise ample qui cachait sa silhouette. Il regarda ses yeux, grands ouverts d'une terreur authentique et non feinte. « Ne vous excusez pas, dit-il doucement. » Clary recula jusqu'à ce que son dos heurte le comptoir en marbre de la coiffeuse. Elle baissa les yeux vers le sol, fixant ses chaussures en cuir italien poli. « Je finis juste les miroirs. Je serai parti dans 2 minutes, monsieur. » Elle voulait être invisible. Declan pouvait le voir dans la façon dont elle rentrait les épaules, essayant de se faire plus petite. « Qu'est-ce que vous chantiez? » demanda-t-il. Clary déglutit difficilement. « Rien, juste un bruit. Je suis désolé de vous déranger. Regardez-moi. » Ce n'était pas un cri. C'était un ordre calme et posé. Le genre d'ordre qu'un homme donne quand on ne lui a jamais dit non de toute sa vie. Le menton de Clary trembla légèrement, mais elle leva la tête. Elle croisa son regard. Il n'y avait aucune admiration dans ses yeux, aucun calcul, juste de la peur, et en dessous, un épuisement profond et ardent. « Quel est votre nom? » demanda Declan. « Clary. »« Clary, » répéta-t-il. Le nom avait un goût étrange dans sa bouche, ancré, réel. « Pour qui travaillez-vous, Clary? »« Sterling, » commença-t-elle, puis elle se reprit. Elle n'était pas censée utiliser le nom du sous-traitant. « Le service de nettoyage, monsieur. Je fais juste partie de l'équipe de nuit. » Declan fit un autre pas en avant. La distance entre eux se réduisait. Clary agrippa le bord du comptoir derrière elle. Il la regarda pendant un long moment silencieux. Il pensa à l'héritière Romanoff en bas, avec son sourire parfait et les contrats de transport de son père. Il pensa au mannequin italien et au parfum à 3000 $. Il pensa à toute la beauté fausse et creuse du monde. Et puis il regarda la fille aux mains tachées d'eau de Javel et à la voix qui venait de lui fendre la cage thoracique. « Vous ne faites plus partie de l'équipe de nuit, Clary, » dit Declan, sa voix un grondement sourd dans la pièce silencieuse. La panique éclata dans ses yeux. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin de ce travail. Je ne traînais pas. J'étais juste... » « Vous n'êtes pas renvoyé, » l'interrompit Declan, son regard ne quittant jamais son visage. Il tendit la main, sa grande main cailleuse planant un instant avant d'arracher doucement le vaporisateur de sa prise serrée. Il le posa sur le comptoir en marbre. « Alors que suis-je? » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Declan la regarda. « À moi. » Arthur laissa tomber un dossier en carton au centre du bureau en acajou de Declan. Il atterrit avec un bruit lourd et dédaigneux. Il était 8 heures du matin. Le lendemain de la fête, le domaine était un cimetière de flûtes de champagne à moitié vide et de canapés écrasés. Les équipes de traiteurs évacuaient tranquillement les débris. Declan n'avait pas dormi. Il était assis dans son fauteuil en cuir, fixant les baies vitrées du sol au plafond qui donnaient sur l'Atlantique, regardant les vagues grises frapper la digue. « Son nom est Clarence Davies, » dit Arthur, la voix sèche et irritée. Il avait la gueule de bois et était profondément contrarié d'avoir dû faire une vérification des antécédents sur une employée à 6 heures du matin. 26 ans, pas de casier judiciaire, pas de diplôme universitaire.
Elle travaille pour l'entreprise de nettoyage commercial qui gère nos propriétés et elle fait un deuxième service dans un restaurant des Narrows. C'est une personne sans importance, Declan. Un fantôme. Declan fit lentement pivoter son fauteuil. Il ne regarda pas Arthur. Il prit le dossier, l'ouvrit et fixa le misérable résumé bureaucratique d'une vie humaine. Pourquoi un fantôme travaille-t-il 80 heures par semaine? Demanda Declan, la voix rauque. Parce qu'elle essaye de sortir d'une tombe qu'elle n'a pas creusée, répondit Arthur, se penchant sur le bureau pour taper sur une ligne spécifique du rapport imprimé. Elle a un jeune frère, Thomas. On l'appelle Tommy. Le gamin a un problème de jeu et le contrôle des impulsions d'une mouche à fruits. Il y a 8 mois, il s'est assis à l'une de nos tables clandestines à Little Italy. Il a perdu 20 000. Il ne pouvait pas payer. La mâchoire de Declan se contracta. Qui détient la créance? Russo. Frankie Russo était un usurier de second ordre qui reversait un pourcentage à la famille Knox. C'était une brute qui manquait de finesse, mais qui compensait par son enthousiasme. La dette s'élève actuellement à 52 000. Arthur continua, croisant les bras. Russo a cassé le bras du gamin il y a 2 mois, en guise d'avertissement. La sœur est intervenue. Elle a donné 5 000 en liquide, probablement tout ce qu'elle avait, et a accepté de prendre en charge le reste de la dette. Russo lui a trouvé le poste de nettoyage via nos sociétés écrans afin de pouvoir saisir son salaire directement. Chaque centime qu'elle gagne au-delà du loyer de base va dans la poche de Russo, et par extension, dans la tienne. Declan ferma le dossier. Le son était faible, mais il resta suspendu dans l'air du grand bureau. Il pensa à la fille dans la salle de bain. La chemise ample, les cuticules à vif et saignantes, la façon dont elle avait regardé ses chaussures, se faisant aussi petite que possible, terrifiée que la perte de son emploi signifie que son frère finirait dans une décharge. Elle se tuait à la tâche pour nourrir la machine que Declan avait construite. Il était le monstre au sommet de la pyramide, s'enrichissant des centimes extorqués à une file terrifiée qui nettoyait ses sols. L'ironie avait un goût de cendre dans sa bouche. « Appelle Russo », dit doucement Declan. Arthur hésita. « Declan, on n'interfère pas avec les recouvrements de rue. Ça sape l'autorité des chefs. Si tu commences à pardonner des dettes parce qu'une fille t'a tapé dans l'œil, toute la structure semblera faible. »« Je n'ai pas dit que je pardonnais la dette, » dit Declan, ses yeux sombres se levant enfin pour rencontrer ceux d'Arthur. Le manque absolu de chaleur dans ce regard fit se hérisser les poils sur le bras d'Arthur. « J'ai dit, appelle Russo, fais-le venir ici dans 20 minutes et apporte-moi son registre. » 20 minutes plus tard, Frankie Russo entra dans le bureau. C'était un homme corpulent et en sueur, portant un costume trop serré et qui sentait fort l'eau de Cologne bon marché et la fumée froide. Il affichait un sourire nerveux et mielleux, tenant son registre relié en cuir contre sa poitrine. « Monsieur Knox, c'est un honneur. Patron, joyeux anniversaire en retard, » dit Russo, restant près de la porte jusqu'à ce que Declan lui fasse signe d'approcher. Declan resta assis. « Pose le livre sur le bureau, Frankie. » Russo obéit, faisant glisser le registre sur le bois poli. « Va au compte Davis, » ordonna Declan. Russo feuilleta les pages, ses doigts épais laissant de légères traces de graisse sur le papier. Il s'arrêta sur une page remplie de colonnes bien nettes à l'encre rouge. « Ah, Tommy Davies. Le gamin est un bon à rien, patron, mais la sœur, c'est une travailleuse. Elle paye comme une horloge, ne manque jamais une semaine. » La dette initiale était de 20 000, déclara Declan, lisant les chiffres à l'envers. Avec les intérêts, c'est 52. Russo sourit. On se fait un paquet sur les intérêts. C'est une bonne source de revenus. Declan se leva. Il se déplaçait avec une grâce terrifiante pour un homme de sa taille. Il contourna le bureau, s'arrêtant à quelques centimètres de Russo. L'usurier fut forcé de pencher la tête en arrière pour regarder son patron. Le sourire mielleux commença à faiblir. « Elle travaille dans ma maison, Frankie, » dit Declan, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Elle nettoie les sols sur lesquels je marche. Elle nettoie les miroirs dans lesquels je me regarde. » Russo cligna des yeux, la sueur perlant sur son front. « Je sais, patron, c'était l'arrangement. La garder proche, garder l'argent qui rentre. Et tu as pensé qu'il était acceptable d'avoir quelqu'un qui nous déteste, quelqu'un qui nous doit le sang de son frère, errant dans ma résidence privée, avec accès à ma nourriture, mes chambres et ma famille? » La voix de Declan resta parfaitement égale. C'était le calme d'un juge impitoyable. «
Elle ne ferait rien, balbutia Rousseau, faisant un demi-pas en arrière. Elle est terrifiée. Elle n'a pas le crâne de bouger. Tu as mis un risque dans ma maison pour te remplir les poches. Declan tendit la main et prit le lourd coupe-papier en laiton sur son bureau. Il ne le leva pas. Il le pesa simplement dans sa paume. Tu as mis en danger le chef de cette famille pour 50 000 $ d'argent de la rue. Declan, s'il te plaît, je jure devant Dieu, je n'ai pas pensé. Je sais que tu n'as pas pensé. Declan rejeta le coupe-papier sur le bureau avec un bruit sec. Il regarda Arthur qui se tenait tranquillement près de la porte. Paye à Frankie ses 20 000 initiaux sur le coffre principal. Les intérêts sont annulés. Le visage de Rousseau devint rouge, mais il n'osa pas discuter. Oui, patron. Merci, patron. Et Frankie, ajouta Declan, se penchant pour arracher complètement la page Davies du registre. Il la plia soigneusement et la glissa dans la poche de sa veste. Si toi ou l'un de tes hommes vous approchez à moins de 8 kilomètres de Tommy Davies ou de sa sœur, je demanderai à Arthur de t'enfermer dans un baril de pétrole et de te jeter du quai. Sommes-nous clairs? Cristal, patron, s'étrangla Rousseau. Dehors. Quand la porte se referma, Declan se dirigea vers le bar et se versa un verre d'eau. Il le but lentement, chassant le goût métallique de l'adrénaline. Elle est actuellement en bas dans les quartiers de service, dit tranquillement Arthur. Attendant que son superviseur lui assigne ses tâches du matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? Va la chercher, dit Declan. Dis-lui que la dette est effacée et amène-la dans l'aile est. Clary était assise sur le bord du matelas. C'était un lit à baldaquin antique drapé de coton égyptien et de lourdes couettes en soie. La chambre était plus grande que tout son appartement. Les murs étaient peints d'un sauge doux et feutré, et les baies vitrées offraient une vue imprenable sur les vastes jardins du domaine et l'océan au-delà. C'était magnifique. C'était terrifiant. Elle était assise exactement comme ça depuis 3 heures. Elle portait toujours son polo de nettoyage gris et son pantalon cargo. Son superviseur lui avait crié dessus quand Arthur était entré au sous-sol, mais dès qu'Arthur avait prononcé son nom, le superviseur avait pâli et avait disparu. Arthur l'avait amené ici. Il lui avait tendu un morceau de papier de registre plié. « Ton frère est quitte, avait-il dit. Tu es quitte. » Elle n'y croyait pas. Les hommes comme Declan Knox n'effaçaient pas des dettes de 50 000 $ par charité. Tout avait un prix. Le fait que sa dette ait soudainement disparu signifiait qu'elle était sur le point de la payer avec quelque chose de bien pire que son salaire. La lourde porte en chaîne se déverrouilla avec un clic silencieux. Clary sursauta, ses mains agrippant le bord du matelas si fort que ses jointures à vif devinrent blanches. Declan entra dans la pièce. Il avait troqué son costume de soirée de la veille pour un pull anthracite foncé et un pantalon noir. Il ressemblait moins à un chef de la pègre qu'à un architecte riche et fatigué, mais Clary n'était pas dupe. Elle avait vu comment ses hommes le regardaient. Elle savait ce qu'il était. Il ferma la porte derrière lui et s'arrêta. Il ne s'avança pas vers le lit. Il resta juste près du seuil, la regardant. « Tu n'as pas bougé, observa-t-il. « Où suis-je censé aller? » demanda Clary, la voix brisée. Elle déglutit difficilement, essayant de garder le menton droit. « Vous possédez les portes. Vous possédez les gens derrière les portes. »« Tu peux rentrer chez toi, » dit Declan. C'était une simple déclaration, sans la moindre trace de sarcasme. Clary le dévisagea. « Chez moi? Dans mon appartement? »« Si c'est ce que tu veux. » Il se dirigea lentement vers le petit coin salon près de la fenêtre et s'assit dans un fauteuil en cuir. Il croisa les jambes, posant ses mains sur ses genoux. « La dette est réglée. Rousseau ne touchera plus à ton frère. Tu es une femme libre, Clary. » Elle sentit un rire hystérique lui monter à la gorge, mais elle le ravala. « Les gens comme moi ne sont jamais libres avec des gens comme vous. Que voulez-vous? Dites-le. Ne jouez pas avec moi. Voulez-vous que je couche avec vous? C'est ça le marché? » Declan ne broncha pas face à sa franchise. Il la regarda simplement, ses yeux sombres traçant les lourdes lignes de fatigue sur son visage, la posture tendue et défensive de ses épaules. « Je n'achète pas de femmes, dit-il tranquillement, et je ne les force pas. Alors qu'est-ce que je fais dans cette chambre? Je voulais te sortir du sous-sol. » Declan détourna le regard, son regard dérivant par la fenêtre vers l'eau grise. « Je t'ai vu hier soir, je t'ai entendu. Tu étais la seule chose réelle dans une maison pleine de plastique.
Je n'aimais pas l'idée que tu retournes nettoyer des sols pour payer une erreur que mes propres gens ont manigancée. Alors, j'ai arrangé ça. Vous avez arrangé ça, répéta Clary, goûtant l'absurdité de ses mots. Vous vous prenez pour un sauveur. Vous gérez les tables où mon frère a joué. Vos hommes lui ont cassé le bras. Vous avez construit de la machine qui m'écrasait. Vous n'avez pas le droit de jouer à Dieu juste parce que vous avez décidé d'éteindre la machine pour un jour. Elle attendit la riposte. Elle attendit la colère. On ne parlait pas comme ça à un chef de syndicat. On ne les accusait pas. Declan tourna lentement la tête vers elle. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux. Il n'y avait qu'une reconnaissance calme et lourde. « Tu as raison, dit-il. » Clary cligna des yeux, déstabilisé. « Vraiment? » « J'ai construit de la machine, » acquiesça Declan, sa voix baissant d'un ton, vibrant d'une sombre certitude. « J'ai cassé le bras de ton frère. J'ai mis l'eau de Javel dans tes mains. J'assume tout. Je suis un homme violent, Clary. Je ne te mentirai pas sur ce que je suis. » Il se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Mais je te dis maintenant que tu es en sécurité ici. Tu peux franchir cette porte, retourner au restaurant et ne plus jamais me revoir. Ou tu peux rester ici. » « Pourquoi resterai-je ici? »« Parce que tu es fatigué, dit-il doucement. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. La vérité absolue de cette phrase perça directement son armure défensive. Elle était si incroyablement fatiguée. Elle était fatiguée des trajets en bus, de l'odeur de graisse, de la panique constante et suffocante des calculs dans sa tête. Loyer, nourriture, dette, intérêt. « Si je reste, » murmura Clary, la voix tremblante, « quel est mon travail? »« Aucun. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. »« C'est comme ça que mon monde fonctionne, » répondit Declan. « Mange, dors, promène-toi dans les jardins, laisse tes mains guérir. » Il fit une pause, ses yeux tombant sur ses cuticules à vif et saignantes. « Chante, si tu veux. » Clary secoua rapidement la tête. « Non, je ne chante que quand je suis malheureuse. » Le coin de la bouche de Declan se releva en un fantôme de sourire. « Alors mon but est de ne plus jamais t'entendre chanter. » Il se leva. La réunion était terminée. Il retourna vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée en laiton. « Il y a des vêtements propres dans le placard, » dit-il sans se retourner. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, décroche le téléphone sur la table de chevet, appuie sur 0, Arthur s'en occupera. »« Pourquoi faites-vous ça? » demanda-t-elle, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse la retenir. Declan regarda par-dessus son épaule. Les lignes dures de son visage s'adoucirent un tout petit peu. « Parce que depuis 10 ans, je me noie dans cette vie. Hier soir, pendant 3 minutes, tu as tout arrêté. » Il ouvrit la porte et sortit, laissant Clary seule dans le silence de la cage massive et magnifique. 3 jours passèrent, Clary ne quitta pas l'aile est. Elle ne pouvait pas se résoudre à franchir les portes d'entrée et à retourner à la pauvreté écrasante des Narrows. Mais elle ne pouvait pas non plus accepter la réalité du domaine. Elle se sentait comme une imposture, un rat qui s'était retrouvé enfermé dans une boîte à bijoux. Elle dormit 14 heures la première nuit. À son réveil, ses os lui faisaient mal d'une douleur résiduelle profonde, celle qui vient d'années à porter trop de poids. Les vêtements dans le placard n'étaient pas de la lingerie en soie ou des robes de créateur. C'étaient des basiques doux et chers, des pulls en cachemire, des t-shirts en coton de haute qualité, des jeans ajustés et des chaussures plates en cuir. C'était un autre geste calculé de Declan. Il ne l'habillait pas comme un trophée. Il l'habillait pour son confort. Cela la déconcertait plus que tout. L'après-midi du 3e jour, le silence de la chambre la rendait folle. C'était une femme qui n'avait jamais cessé de bouger. L'immobilité ressemblait à un piège. Elle quitta sa chambre. Les couloirs étaient un laquage et vides. Elle navigua dans le labyrinthe du domaine, guidée par les faibles bruits de casseroles et l'odeur d'ail rôti. Elle voulait trouver les cuisines. Elle voulait trouver Maria. Elle avait besoin de voir un visage normal, quelqu'un qui comprenait le langage du vrai travail. Elle poussa les lourdes portes battantes de l'aile culinaire principale. La cuisine était un immense espace industriel, brillant d'acier inoxydable et bourdonnant d'une douzaine de cuisiniers et de préparateurs. Clary se tenait près de la porte, se sentant intensément déplacée dans son pull crème doux et son jean propre. Clary. Maria leva les yeux d'une planche à découper, s'essuyant les mains sur son tablier. Ses yeux s'écarquillèrent. « Sainte Mère,
Regarde-toi. Maria se précipita, attrapant Clary par les épaules et l'inspectant comme un tableau de maître. Tu as l'air reposé. Tu as l'air d'une autre personne. Les rumeurs vont bon train, ma petite. On dit que le patron t'a installé à l'étage. Je ne sais pas ce que je fais, Maria, admit Clary, la voix basse. J'ai l'impression de devenir folle là-haut. Je peux aider? Donne-moi un couteau. Laisse-moi couper des oignons, s'il te plaît. Maria rit doucement, lui tapotant la joue. Tu ne coupes plus d'oignons, ma chérie. Tu es sous l'aile du patron maintenant. Si le chef te surprend à travailler, on se fait virer toutes les deux. Avant que Clary ne puisse argumenter, les lourdes portes doubles de l'autre côté de la cuisine s'ouvrirent. 3 hommes entrèrent. Ce n'étaient pas des chefs. Ils portaient des vestes en cuir et des pantalons sombres, se déplaçant avec l'arrogance lourde des soldats de la rue. Clary reconnut l'un d'eux instantanément. Benny. C'était l'un des collecteurs de Rousseau. C'était lui qui avait maintenu Tommy pendant que Rousseau lui cassait le bras avec une batte de baseball. Le sang de Clary se glaça. Elle recula instinctivement, essayant de se cacher derrière la carrure de Maria. Benny se dirigea vers le comptoir de préparation, attrapa une tranche de prosciutto sur un plateau et l'enfourna dans sa bouche. Le chef le foudroya du regard, mais ne dit rien. Tu ne te plains pas quand les gros bras du syndicat décident de brouter dans ta cuisine. Benny mâchait bruyamment, balayant la pièce du regard. Ses yeux se posèrent sur Clary. Il arrêta de mâcher. Un sourire lent et laid se répandit sur son visage. Il essuya la graisse de sa bouche avec le dos de sa main et s'avança nonchalamment. Tiens, traîna Benny, s'arrêtant à quelques mètres. Il toisa Clary de haut en bas, remarquant les vêtements chers, les cheveux propres, les mains guéries. Regardez qui a gravi les échelons, la petite brosse à récurer. Maria se plaça devant Clary. Laisse-la tranquille, Benny. Elle n'a rien à voir avec toi. Benny renifla, écartant Maria d'une poussée. Tais-toi, la vieille. Il se retourna vers Clary, se penchant près d'elle. Il sentait la bière éventée et le tabac bon marché. Je dois admettre, Clary, quand tu es venue au bureau en pleurant pour ton frère, je n'ai pas vu le potentiel. Mais regarde-toi maintenant. Vêtue de cachemire, ça doit être agréable. Clary garda les yeux fixés sur sa poitrine. Elle ne voulait pas regarder son visage. La dette de mon frère est payée. Ouais, on a entendu, ricana Benny. Rousseau était furieux. Il a perdu une bonne source de revenus. Mais je suppose que tu as trouvé un meilleur moyen de rembourser le patron, hein? Je ne savais pas que Knox s'intéressait aux cosses de charité. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mise à genoux pour lui cirer le... Benny. Le mot n'a pas été crié. Il a tranché le vacarme de la cuisine comme une lame de rasoir. Il a été prononcé à un volume normal, mais l'effet a été instantané. Le hachage s'est arrêté. Les poils grésillantes ont semblé se taire. Toute la pièce s'est figée. Clary regarda au-delà de Benny. Declan se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait un costume sombre, sa cravate desserrée, ses yeux fixés entièrement sur Benny. Il n'avait pas l'air fatigué aujourd'hui. Il ressemblait au prédateur alpha de la côte Est. Benny déglutit difficilement, son arrogance s'évaporant instantanément. Il se retourna, levant les mains dans un geste défensif et apaisant. « Patron, Monsieur Knox, j'étais juste... on est descendu chercher à manger. Je faisais juste une blague avec la fille. » Declan s'avança. Les cuisiniers s'écartèrent de son chemin, se pressant contre les comptoirs en acier inoxydable pour lui laisser un large passage. Il s'arrêta devant Benny. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air complètement vidé, un homme agissant par pur instinct létal. « Quelle était de la blague, Benny? » demanda doucement Declan. Benny transpirait maintenant. « Rien, patron. Juste un malentendu. Je sais qu'elle est intouchable. Rousseau nous l'a dit. Je la taquinais juste, aucun manque de respect. « Tu as touché Maria, » dit Declan, son regard se portant brièvement sur la femme plus âgée qui tremblait légèrement. « Et tu as insulté mon invité dans ma maison. »« Je n'ai pas... » Declan bougea si vite que Clary ne put suivre le mouvement. Il y eut un craquement écœurant. La tête de Benny partit en arrière lorsque le poing de Declan rencontra sa mâchoire. Le soldat de la rue s'effondra en arrière, s'écrasant contre une table de préparation, en voyant un plateau de tomates hachées s'écraser sur le sol. Avant même que Benny ne puisse enregistrer la douleur, Declan était sur lui. Il attrapa Benny par le col de sa veste en cuir,
le soulevant à moitié du sol et lui claqua le dos contre le bord du comptoir en acier. « Regarde là !» ordonna Declan, sa voix un grognement guttural qui fit trembler la pièce. Benny, saignant abondamment de la bouche, les yeux écarquillés de terreur pure, regarda sauvagement Clary. « Cette femme, dit Declan, resserrant sa prise jusqu'à ce que le tissu de la veste de Benny commence à se déchirer. Elle est intouchable. Tu ne la regardes pas. Tu ne lui parles pas. Si tu respires le même air qu'elle, tu lui demandes sa permission. Si jamais j'entends que toi ou quelqu'un de l'équipe de Rousseau a ne serait-ce que regardé son ombre, je te couperai les mains et je les donnerai aux chiens. Tu me comprends? » « Oui, » s'étrangla Benny, crachant du sang sur les coraux blancs immaculés. « Oui, patron, je le jure devant Dieu. » Declan lâcha prise. Benny s'affaissa sur le sol, haletant. Declan sortit un mouchoir blanc immaculé de sa poche et essuya ses jointures. Il ne regarda pas les deux autres voyous figés près de la porte. « Traînez-le hors de ma maison. » Les hommes se précipitèrent, attrapant Benny par les bras et le traînant hors de la cuisine aussi vite qu'ils le pouvaient. La lourde porte se referma derrière eux. Le silence dans la cuisine était absolu. Personne ne bougeait. Declan finit de s'essuyer les mains. Il jeta le mouchoir ruiné dans une poubelle voisine. Il se retourna et regarda Clary. La violence était terminée, mais l'air autour de lui crépitait encore. Il était de nouveau le monstre. L'homme qui brisait les os et ruinait des vies. Il s'attendait à ce qu'elle s'enfuit. Il s'attendait à ce qu'elle recule de horreur. Clary resta parfaitement immobile. Son cœur battait de la chamade contre ses côtes, mais ce n'était pas par peur de lui. C'était une réalisation étrange et écrasante. Pendant 26 ans, le monde l'avait abattu. Le monde lui avait pris des choses, l'avait menacé et l'avait écrasé. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un s'était tenu devant elle. Elle prit d'une lente inspiration, contournant les tomates renversées. Elle s'approcha de Declan. Elle tendait la main, ses petites mains en voie de guérison saisissant doucement son poignet. Elle retourna sa main. Ses jointures étaient meurtries, la peau légèrement fendue par l'impact. Elle leva les yeux vers ses yeux sombres et gardés. « Tu saignes, » dit-elle tranquillement. Declan la regarda, la tension se dissipant lentement de ses épaules. « Je vais bien. »« Viens en haut, » dit Clary, la voix ferme. « Je vais te soigner, ça. » La salle de bain principale des appartements privés de Declan n'était pas en marbre blanc et en or comme les suites des invités. Elle était en ardoise sombre et en bronze industriel. Elle ressemblait moins à un lieu de purification qu'à un bunker. Clary l'assit sur le bord de la grande baignoire sur pied. Elle n'a pas demandé la permission d'ouvrir ses armoires. Elle fouilla dans les tiroirs jusqu'à ce qu'elle trouve une trousse de premier secours, une bouteille d'iode et une pile de gaz propre. Declan la regardait. Il posa ses avant-bras sur ses genoux, ses mains pendantes. L'adrénaline s'était dissipée, laissant derrière elle le vide froid et familier dans sa poitrine. Il était habitué aux femmes qui tressaillaient lorsque le masque tomba. Il était habitué à la peur. Clary ne tremblait pas. Elle tira un petit tabouret en teck, s'assit juste en face de lui et prit sa main droite dans les siennes. « Ça va piquer, » dit-elle platement. « J'ai connu pire. » Elle déboucha l'iode. Elle en versa une quantité généreuse sur un coton et le pressa directement sur la peau fendue de ses jointures. Declan ne grimaça pas. Sa mâchoire se contracta imperceptiblement, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit Clary, la voix basse pendant qu'elle travaillait. Elle essuya le sang séché avec des gestes méthodiques et précis. « Benny est un idiot. Tu n'avais pas besoin de lui casser la mâchoire pour ce qu'il a dit. Il a mis les mains sur Maria, » dit Declan. « Et il t'a manqué de respect. Je suis habitué au manque de respect. C'est la monnaie courante dans les Narrows. » Clary jeta le coton ruiné à la poubelle et prit un rouleau de Gwen. « Mais maintenant, tu as humilié un des gars de Rousseau devant le personnel de cuisine. Ça va se savoir dans la rue. Ça te fait passer pour quelqu'un d'imprévisible. » Declan laissa échapper un souffle court et rauque qui aurait pu être un rire. « Tu me donnes des conseils de gestion de syndicat maintenant? Je te dis que tu n'as pas besoin de jouer au chevalier blanc pour moi. » Elle commença à enrouler la gaze autour de sa main, la serrant pour fixer le pansement. Ses doigts étaient agiles, colleux après des années de dur labeur. Ils étaient rugueux contre sa peau. Il préférait ça aux mains douces et manucurées auxquelles il était habitué. C'était réel. « Je ne suis pas un chevalier blanc, Clary.
Je suis tout le contraire. Je sais. Elle noua le bandage et leva enfin les yeux vers lui. La proximité entre eux devint soudain suffocante. Leurs genoux se touchaient presque. Tu es un criminel. Tu fais du mal aux gens pour gagner ta vie. J'ai grandi avec des hommes qui frappaient les murs et cassaient des os quand ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. Je connais la forme de la violence. Alors pourquoi ne t'enfuis-tu pas? Clary baissa les yeux sur sa main bandée. Elle traça le bord de la gaze blanche avec son pouce. Parce que les hommes que je connaissais utilisaient leur violence pour me rabaisser, pour me prendre des choses. Toi, tu as utilisé la tienne pour construire un mur autour de moi. Elle déglutit difficilement, sa gorge faisant un clic dans la pièce silencieuse. C'est une chose terrifiante, Declan. Réaliser que l'homme le plus dangereux de la ville est la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir en sécurité. Declan tendit sa main gauche, non blessée. Il ne l'attrapa pas. Il glissa juste légèrement une articulation sous son menton, inclinant son visage pour rencontrer son regard. Ses yeux étaient entièrement noirs dans la faible lumière de la salle de bain. « Je ne lèverai jamais la main sur toi avec colère, dit-il, les mots portant le poids lourd et contraignant d'un serment de sang. Je ne te rabaisserai jamais. Tu as ma parole. » Clary fouilla son visage. Elle cherchait le mensonge. Elle avait passé 26 ans à chercher le piège dans chaque offre, la lame de rasoir cachée dans la pomme. Il n'y en avait pas. Il était entièrement à nu. « D'accord, murmura-t-elle. Il laissa tomber sa main. L'espace entre eux se refroidit instantanément. « Je dois aller dans les Narrows, dit Clary, changeant brusquement de sujet. Elle se leva, ramassant la bouteille d'iode pour la ranger. Declan fronça les sourcils. « Pourquoi? » « Parce que la dette de Tommy est effacée, mais Tommy ne sait pas survivre sans une crise. Si je ne vais pas le voir, il va faire quelque chose de stupide pour combler le vide. Je dois lui dire que c'est fini. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. J'enverrai Arthur. » Non. Clary ferma la porte de l'armoire d'un clic sec. Elle se retourna pour lui faire face, la colonne vertébrale droite. « C'est mon frère, c'est mon problème. Je ne vais pas me cacher dans une tour de verre pendant que quelqu'un d'autre nettoie ma vie. » Declan se leva. Il la dominait de sa hauteur, mais il s'assura de garder les épaules détendues, laissant un espace entre eux. « Très bien, mais tu ne prendras pas le bus, je te conduis. » Clary ouvrit la bouche pour protester, mais l'expression de son visage l'arrêta. Ce n'était pas une négociation. « Juste toi, » compromit Clary. « Pas de voiture suiveuse, pas de garde du corps en costume qui effrène la moitié du quartier. Juste toi et moi. » Marché conclu. Les Narrows sentaient l'asphalte mouillé, les oignons frits et la décomposition. Declan conduisait un VUS noir mat avec des vitres pare-balles teintées. Il le gara sur un trottoir fissuré à côté d'une benne à ordures qui débordait. Le contraste entre le véhicule blindé lourd et les immeubles en briques délabrés du quartier était saisissant. Les gens dans la rue s'arrêtaient pour regarder. Un groupe d'adolescents assis sur le capot d'une Honda Civic rouillée se tut immédiatement. Leurs yeux suivaient le VUS avec un intérêt méfiant et prédateur. Clary détacha sa ceinture de sécurité. Elle portait son vieux pantalon cargo gris et un sweat à capuche noire unie. Elle avait refusé de porter le cachemire pour retourner dans son ancien quartier. C'était comme une insulte aux gens qui se noyaient encore ici. « Reste dans la voiture, » dit-elle à Declan. Declan coupa le moteur mais ne fit aucun mouvement pour se détacher. Il posa ses mains sur le volant, regardant le bâtiment délabré en face d'eux. La porte d'entrée avait complètement disparu. Le panneau de l'interphone avait été brisé à coups de marteau. « 10 minutes, » dit Declan. « Si tu n'es pas sorti dans 10 minutes, je monte et je ne frapperai pas. » Clary hocha la tête. Elle poussa la lourde porte et sortit dans l'air humide du soir. Elle entra dans le bâtiment, naviguant dans la cage d'escalier sombre de mémoire. La 3e marche du 2e étage était pourrie. Le couloir du 4e étage sentait fortement l'urine de chat et la bière éventée. C'était là qu'elle avait vécu toute sa vie. 2 jours passés dans un manoir sur une falaise, et cela lui semblait soudain totalement étranger. Elle frappa à l'appartement 4B. Il y eut un bruit de pas à l'intérieur. Une voix jura. Le peigne dormant se déverrouilla avec un grincement métallique et la porte s'entr'ouvrit. Tommy se tenait dans l'embrasure. Il avait 22 ans, mais il en paraissait 40. Il était d'une maigreur douloureuse, sa peau d'un jaune maladif. Son bras droit était enfermé dans un plâtre en fibre de verre sale,
soutenu par une écharpe effilochée. Il plissa les yeux en regardant Clary, ses yeux injectés de sang et dilatés. « Clary !» Il cligna des yeux, ouvrant la porte plus grand. « Où diable étais-tu? Tu n'étais pas au restaurant. Le propriétaire est passé pour le loyer hier. J'ai dû me cacher sur l'escalier de secours. » Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il ne lui demanda pas pourquoi elle avait disparu pendant 3 jours. Son premier instinct fut de penser au désagrément que son absence lui avait causé. Un sentiment froid et mort s'installa au creux de l'estomac de Clary. « Je peux entrer, Tommy? » Il s'écarta en grommelant. Clary entra dans l'appartement. C'était un désastre. Des boîtes de plats à emporter s'empilaient sur le petit comptoir en stratifié. La télévision diffusait une infopublicité en sourdine, la lumière bleue vacillant sur une table basse couverte de cendres et de bouteilles de bière vides. « Les gars de Rousseau ne sont pas passés, » dit Tommy, s'affaissant sur le canapé défoncé. Il se gratta le plâtre avec une fourchette en plastique. « On dit dans la rue qu'un gros bonnet a racheté la créance. Tu sais quelque chose à ce sujet? Parce que si la dette a été transférée, je dois savoir qui éviter. » Clary se tenait au centre de la pièce. Elle regarda son frère, le regarda vraiment. Elle vit la pente faible de ses épaules, le mouvement fuyant et agité de ses yeux. La dette est effacée, Tommy. Tommy arrêta de se gratter. Il leva les yeux, un sourire lent et incrédule se dessinant sur son visage. Effacée? Genre anéantie? Tu es sérieuse? Il laissa échapper un éclat de rire, se frappant le genou valide. Putain de merde, je te l'avais dit, Clary. Je t'avais dit que ma chance allait tourner. L'univers s'équilibre. Ta chance n'a pas tourné, dit Clary, sa voix complètement dépourvue d'émotion. Je l'ai payé. Tommy fronça les sourcils, le sourire s'effaçant. Avec quoi? Tu n'as pas 50 000. Il la regarda de près, ses yeux se plissant. Il remarqua ses cheveux propres, le changement subtil de sa posture. Attends, tu as un mec. C'est ça, non? Tu as trouvé un riche en costume pour nous sortir de là. Il rit de nouveau, secouant la tête. Merde, Clary, je ne pensais pas que tu en étais capable. C'est qui? Un des entrepreneurs de ton boulot de nettoyage? Peu importe, ça marche. Tu couches avec qui tu dois coucher, tant que je suis tranquille. Les mots restèrent suspendus dans l'air vicié de l'appartement. Clary ne cria pas. Elle ne pleura pas. L'épuisement qui résidait au plus profond de son âme s'évapora soudainement, remplacé par une clarté absolue, dure comme le diamant. Elle avait sacrifié sa vie pour lui. Elle s'était écorché les mains. Elle s'était soumise à la terreur d'hommes violents dans des pièces sombres, offrant son propre avenir pour racheter le sien. Et il pensait qu'elle avait couché pour de l'argent. Pire encore, il s'en fichait, tant que cela lui profitait. « Je n'ai couché avec personne, » dit Clary tranquillement. « Bien sûr, si tu le dis. » Tommy fit un geste dédaigneux de la main. « Écoute, ce type t'a donné de l'argent parce que j'ai un tuyau sur un match dans le Queens ce soir. Et si j'ai juste un peu d'argent de départ, je pars, Tommy. » Tommy se figea. « Quoi? Je suis venu te dire que la dette est effacée. Tu es libre. Rousseau ne reviendra pas. Mais je ne paye plus le loyer. Je n'achète plus les courses. Je ne te sors plus du prochain trou que tu creuseras pour toi-même. » Tommy se leva, son visage devenant rouge foncé, la victime gagnarde se transformant instantanément en un animal enragé et acculé. « Tu te moques de moi? Tu vas me laisser tomber après tout? Je suis ton frère, Clary. Et je t'ai maintenu en vie au prix de ma propre vie. » Clary recula vers la porte. « Mais j'en ai fini de me mettre le feu juste pour que tu te plaignes de la fumée. »« Tu es seul, espèce de salaud d'égoïste, » cracha Tommy, s'avançant vers elle, levant sa main valide. « Tu trouves un papa gâteau et soudain tu es trop bien pour ton propre sang. Tu me dois quelque chose. » La porte derrière Clary s'ouvrit en grand. Elle heurta la cloison sèche avec une énorme fissure structurelle qui fit trembler tout l'appartement. Tommy s'arrêta net. Declan franchit le seuil. Il ne regarda pas Tommy. Il n'a même pas reconnu l'existence du jeune homme. Il ne regarda que Clary. « Ça fait 12 minutes, » dit Declan. Sa voix était calme, mais sa masse physique pure, la gravité sombre et létale qu'il portait, aspira tout l'air de la pièce exiguë. Tommy recula en trébuchant, son visage se vidant de son sang. Il reconnut Declan. Quiconque vivait dans les Narrows et jouait aux tables clandestines savait exactement qui était Declan Knox. « Monsieur Knox, » balbutia Tommy, ses genoux tremblant littéralement.
Je, je ne savais pas. Clary ne me l'a pas dit. Declan tourna lentement la tête. Ses yeux sombres se posèrent sur Tommy. Le silence s'étira, lourd et suffocant. Declan ne fit aucune menace. Il n'éleva pas la voix. Il regarda simplement Tommy avec l'indifférence détachée et clinique d'un homme écrasant un insecte. Tommy se recroquevilla sur lui-même, reculant physiquement jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur. Declan regarda de nouveau Clary. « Tu as fini ici? » Clary regarda son frère une dernière fois. Il ne restait plus de pitié. Juste un espace vide là où sa culpabilité avait l'habitude de vivre. « Oui, dit-elle, j'ai fini. » Elle sortit, Declan la suivit, s'arrêtant juste assez longtemps pour refermer la porte brisée derrière eux. Le trajet de retour au domaine fut silencieux. Clary regardait par la fenêtre du passager, observant les néons de la ville se brouiller et se fondre dans les étendues sombres et vides de l'autoroute côtière. Elle ne pleura pas. Elle se sentait incroyablement légère, comme si un gilet de plomb de 25 kilos avait enfin été détaché de sa poitrine. Elle s'était attendue à ce que la rupture de ses liens fasse mal. Au lieu de cela, c'était comme respirer de l'oxygène pur pour la première fois. Declan conduisait d'une main nonchalamment posée sur le volant. Il ne la pressa pas de détails. Il n'offrit pas de platitudes sur la famille ou la loyauté. Il comprenait mieux que quiconque la brutalité nécessaire pour se débarrasser d'un poids mort. Quand ils franchirent les grilles en fer forgé du domaine, la maison massive se dressait contre le ciel nocturne, ses fenêtres sombres à l'exception de l'éclairage de sécurité doux. Ce n'était plus une prison, c'était une forteresse. Ils entrèrent, Arthur attendait dans le grand hall, un presse-papier à la main. « Declan, la cargaison du port a passé la douane. Nous devons signer les transferts d'entrepôt. » Arthur s'arrêta, regardant Clary, puis de nouveau son patron. « Occupe-t'en, dit Declan, passant devant lui sans s'arrêter. « J'ai besoin de ta signature sur les numéros de routage, protesta Arthur, les suivant vers l'escalier. « Falsifie-la, rétorqua Declan, et vide l'aile ouest. Dis à l'équipe de sécurité de faire leur ronde de périmètre de l'extérieur. Je ne veux personne à l'intérieur de la maison. » Arthur s'arrêta au bas de l'escalier, soupirant lourdement. « D'accord, falsifier des signatures, vider la maison, les opérations commerciales normales. Compris. » Declan conduisit Clary en haut des escaliers. Ils contournèrent complètement l'aile des invités. Il la mena directement dans ses appartements privés. La suite était immense, dominée par des bibliothèques du sol au plafond, un lourd bureau en chêne et un mur de fenêtres donnant sur l'océan. Un feu brûlait doucement dans l'âtre en pierre, projetant des ombres orangées vacillantes sur les meubles en cuir sombre. Declan se dirigea vers une carafe en cristal sur une table d'appoint. Il versa 2 verres de liquide ambré. Il revint et en tendit un à Clary. Elle le prit, enroulant ses mains autour du verre lourd et taillé. « Au poids mort, dit Declan, levant légèrement son verre. Clary croisa son regard. « Au poids mort, fit-elle écho. Elle prit une gorgée. Le whisky brûla comme du feu liquide en descendant dans sa gorge, mais il se déposa chaudement dans son estomac. Elle se dirigea vers les fenêtres, regardant l'étendue noire de l'océan. Les vagues se brisaient sur les rochers bien en dessous, un battement régulier et rythmé qui vibrait à travers le plancher. « Tu ne me dois rien, dit Declan tranquillement derrière elle. La dette est effacée. Tommy est coupé des ponts. Tu es complètement libre. Si tu veux un billet pour la Californie, je l'achète ce soir. Si tu veux un appartement en ville, je signe le bail. » Clary se retourna. Declan se tenait près du feu. Il avait enlevé sa veste, l'étui de son pistolet noir et austère contre sa chemise blanche. Il avait de nouveau l'air fatigué. Il lui offrait le monde, s'attendant pleinement à ce qu'elle le prenne et s'enfuit. « Je ne veux pas de billets, dit Clary. « Clary, j'ai passé toute ma vie à nettoyer des dégâts, l'interrompit-elle en faisant un pas vers lui. J'ai nettoyé des sols, j'ai payé des dettes. Je me suis occupé d'un frère qui m'aurait vendu pour un jeton de poker. Je ne sais pas qui je suis sans avoir un travail à faire. Tu n'as pas de travail ici. Je sais. » Elle combla la distance entre eux, s'arrêtant à un pied de lui. La chaleur du feu réchauffait son dos, mais la chaleur qui émanait de lui était plus forte. C'est pourquoi je veux rester. Parce qu'ici, je n'ai pas besoin d'être utile pour être visible. Declan la regarda. L'armure cynique et endurcie qui le protégeait du monde était complètement inutile contre elle. Elle n'essayait pas de la percer. Elle la traversait simplement. Il posa son verre de whisky sur le manteau de la cheminée. Il tendit la main,
ses grandes mains saisissant doucement sa taille. Il la tira contre lui. Clary posa sa joue contre le centre de sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur battre. C'était un battement lent, régulier, le martèlement rythmique d'une machine qui avait enfin trouvé son encre. Elle enroula ses bras autour de son torse, posant ses mains à plat sur son dos. Ils s'emboîtaient parfaitement. Deux pièces du monde, déchiquetées et cyniques, qui avaient trouvé un bord lisse l'une dans l'autre. « Chante pour moi », murmura Declan, posant son menton sur le sommet de sa tête. Clary ferma les yeux. Elle pensa à la chanson qu'elle avait chantée dans la salle de bain quelques jours plus tôt. La mélodie triste et lourde des mineurs et des eaux froides. Cette chanson appartenait à une fille qui se noyait dans l'eau de Javel et les dettes. Elle prit une lente inspiration. Elle ne chanta pas une chanson folklorique. Elle chanta un standard de jazz, une mélodie lente et enfumée sur les trains de minuit et la pluie sur un toit de tôle. Sa voix était toujours rauque, toujours non polie, mais le chagrin lourd et écrasant avait disparu. Il était remplacé par autre chose, quelque chose de chaud. Declan ferma les yeux, se balançant légèrement au rythme de sa voix, la tenant fermement contre lui alors que le feu se consumait en braise dans l'obscurité. La ville à l'extérieur continuait de grincer des dents, pleine de beauté creuse et d'hommes violents. Mais à l'intérieur de la tour de verre, le bruit s'était enfin arrêté. Parfois, l'homme le plus puissant de la pièce ne cherche pas une reine pour gouverner son empire. Il cherche la seule personne qui rend l'empire réel. Declan et Clary ont prouvé que la survie ne consiste pas seulement à se battre. Parfois, il s'agit de trouver le seul endroit où l'on en a enfin le droit de se reposer. Si vous avez aimé le parcours du chef de la mafia et de la fille aux mains tachées d'eau de Javel, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire avec un ami qui aime les romans sombres avec une vraie profondeur émotionnelle. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire originale et dramatique. Laissez un commentaire ci-dessous. Seriez-vous parti ou seriez-vous resté dans la tour de verre?